Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 25 avril 2018, voici la une du journal. Le paradoxe du riche secteur minier camerounais qui participe pour 1% seulement au PIB national. La réforme engagée annonce une exploitation plus efficiente de ses richesses. Innovation en tête du journal. Le paradoxe du paludisme, plus virulent et mortel chaque année, malgré les mesures du gouvernement et des partenaires. La journée mondiale de lutte contre la maladie ce 25 avril pour de nouveaux engagements à découvrir dans ce 20h30. Le paradoxe des cours du soir dans les écoles plus fréquentées que jamais en cette veille des examens officiels. Mais pour quelle efficacité? La grande enquête de la rédaction ouvre le débat. Voilà pour les titres. Et si le salut de l'économie nationale venait du secteur minier, l'exploitation minière est une véritable niche de revenus et d'emplois et il ne contribue cependant que pour 1% au produit intérieur brut. Le gouvernement veut rentabiliser le potentiel extraordinaire de ce sous-sol camerounais. Premier outil de cette volonté politique, le code minier voté en décembre 2016 qui sonne le carton rouge contre l'anarchie dans ce secteur. Les innovations du texte avec Eugène B. Longtemps restée en marge de toute réglementation rigoureuse, l'activité minière a très peu profité à l'État et aux riverains des zones de projet. Ce quasi-désordre a amené les pouvoirs publics à réglementer ce secteur d'activité. La loi numéro 2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier au Cameroun a introduit des innovations majeures dans cette activité pourvoyeuse de devises. Le document, disponible seulement en version électronique pour l'instant, met l'accent dans le nouveau texte sur le renforcement du contrôle et le suivi des activités minières au Cameroun et institue l'arrimage de l'exploitation minière aux meilleures pratiques internationales de bonne gouvernance. Sur le plan social, en rapport avec les populations riveraines, la nouvelle loi instaure ce qu'il est convenu d'appeler le contenu local dans les projets miniers. Il est question de maximiser les retombées sociales et encourager les relations harmonieuses entre les riverains des sites de projet et les exploitants. Pour éviter tout chevauchement entre les titres miniers et les titres fonciers, le nouveau texte a amélioré et harmonisé les lois minières et domaniales. Last but not least, parce que l'activité doit générer des ressources substantielles au budget de l'État, la loi portant code minier met un accent particulier sur la maximisation des recettes de l'État provenant de l'exploitation minière. Comme dans de nombreux pays africains, le sous-sol camerounais est souvent considéré comme un scandale géologique. Concentration de la plupart des minerais connus et des pierres précieuses, mais avec un très faible impact sur l'économie nationale et sur le quotidien des populations. En cause, on vient de le dire, une exploitation artisanale et anarchique. Comment donc inverser la tendance? Question à Marie-Laurence Sunke. De l'or au diamant, du fer au cuivre, en passant par l'uranium, le sous-sol camerounais est une véritable mine d'or. Une richesse inestimable qui attise bien de convoitises. Jusqu'ici, l'exploitation des ressources minières est restée dans le cadre artisanal, avec cependant l'arrivée de quelques exploitants. Le Cameroun n'est pas encore passé à l'exploitation industrielle minière. Nous étions dans l'artisanat minier et les gens ont glissé pour aller à l'exploitation semi-mécanisée. Le contenu local, ce serait cette table ronde qui devrait mettre face à face les populations riveraines, les promoteurs de projets qui doivent maintenant discuter, poser les bases. Mais déjà, force est de constater que l'activité tourne plutôt bien entre les exploitants reconnus et ceux qui exercent en toute illégalité. Le sous-sol camerounais profite de plus en plus à quelques individus, souvent au détriment des caisses de l'État. Une réorganisation du secteur et une meilleure visibilité permettra à coup sûr d'améliorer la donne. Aujourd'hui, le ministère est en train d'accompagner deux sociétés camerounaises, à savoir Geston et Codias. Geston, c'est dans l'exploitation du fer dans la zone de Kribi, et puis Codias qui doit passer à la petite mine au niveau de Colomine. Et je crois que ça augure de belles perspectives
avec en prime la création des emplois pour les populations. Au-delà de tout, l'assainissement en cours est de nature à limiter la saignée avant l'exploitation industrielle. Un drame est survenu ce mercredi à 7h15 ce matin au lycée de Koussala, c'est à Koumba, dans la région du sud-ouest. Un groupe de malfrats armés et non identifiés a fait irruption dans les locaux de ce lycée, tuant le surveillant général et blessant un élève. L'élève est actuellement sous observation hospitalière. Et pour les circonstances de cette attaque, retrouvons donc immédiatement à Koumba notre correspondant permanent sur place, Roger Samaki. Bonsoir Roger. Bonsoir Adel Mbala. Le calme est revenu à Koussala et dans l'ensemble de la ville de Koumba en ce début de soirée. Grâce aux efforts des autorités administratives et des forces de l'ordre, les mesures de sécurité ont été renforcées et dans les établissements scolaires, les cours se sont poursuivis normalement. Il faut dire que c'est aux environs de 7 heures que trois individus donc armés et à bord d'une moto ont fait irruption dans l'enceinte du lycée bilingue de Koussala. Ils ont tiré sur le surveillant général, le nommé Achou Thomas Congo, professeur de mathématiques qui officiait comme surveillant général dans cet établissement depuis 2010. Dans la foulée, un élève, le nommé Tita Mama Ouseni, élève en classe de OPA 6, a été grièvement blessé. Les terroristes lui ont amputé 3 doigts. Roger, est-ce que vous pouvez dire en ce moment la situation qui prévaut sur place dans la ville de Koumba? Dans la ville de Koumba, je le disais tantôt, les mesures de sécurité ont été renforcées et le préfet de la Mémé, Chamberlain Tourdon, affirme que tout est mis en œuvre afin que les 3 terroristes soient traqués. Et au domicile du surveillant général du lycée bilingue de Koussala, les habitants accourent de toutes parts pour réconforter la famille si durement éprouvée. Le défunt laisse une veuve et 5 enfants. Merci Roger, et on va suivre avec vous cette situation dramatique là-bas sur place à Koumba dans nos prochaines éditions et toutes nos condoléances, les condoléances du 20h30 à cette famille si durement éprouvée et nos vœux de prompt rétablissement à cet élève. La suite des travaux du Congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie, l'événement ouvert hier au Palais des Congrès, donnait lieu ce mercredi à des interventions chirurgicales pratiques au Crasser Angousso. La journée des experts racontée par Joseph Clément Ongba. Cas pratique de pathologie gynécologique adaptée à la chirurgie endoscopique. Âgée de 47 ans, cette patiente souffrait de dysplasie découverte lors d'une campagne de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus au Crasser. C'est au cours d'une biopsie qu'on détecte son cancer en train d'évoluer vers le stade de cancer invasif. Comme elle a déjà fait beaucoup d'enfants et que bientôt elle sera en ménopause, il était question qu'on lui fasse donc une hystérectomie totale puisque c'était, n'est-ce pas, une dysplasie de haut grade. Et à ce moment-là, c'est vraiment à la limite du cancer vrai. Le docteur Shervin Adel des États-Unis mène l'opération chirurgicale. Avec une dextérité et une habileté déconcertantes, il procède à une hystérectomie totale sans ouvrir le ventre. Cette dame devait être opérée dans un hôpital avec une large entaille. Mais dans cette institution, le Crasser qui est fantastique, bien équipé, avec des personnels bien formés, on a pu faire une petite entaille de 5 mm seulement et on a pu enlever complètement l'utérus. Ce cas pratique sert de base d'enseignement pour les nombreux apprenants réunis au Palais des Congrès. Après les soins, la dame est complètement guérie de son cancer. Cette chirurgie a l'avantage que la femme, après quelques heures, peut se bouger, peut retourner le soir à la maison. Beaucoup moins d'infections, moins de douleur et réintégration dans la vie de travail immédiatement. Les sommités médicales réunies à Yaoundé à la faveur du Congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie émanent de 27 pays venant des 5 continents. Une prouesse pour le Cameroun qui réunit de grandes figures de la chirurgie endoscopique sur son sol.
Pour un monde sans paludisme, la communauté internationale et le Cameroun marquaient ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre la maladie. Les manifestations pour le Cameroun étaient présidées à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, et ses partenaires dans cette lutte qui ont réaffirmé l'engagement pour l'éradication totale du paludisme. Le reportage Michel Renaud au Hanja. Le paludisme demeure l'un des principaux problèmes de santé publique au Cameroun. Malgré l'incidence des cas confirmés, les comportements préventifs restent faiblement répandus. L'édition 2018 de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie a donné l'occasion au ministre de la Santé publique de faire le point sur la situation. En 2017, c'est 10% de notre population qui a souffert de cas de paludisme. Nous avons enregistré cette année environ 3195 cas de décès liés au paludisme. C'est environ 12% des décès enregistrés dans nos hôpitaux officiellement. Le ministre André Mamafouda a pour la circonstance salué l'implication des partenaires au développement tels l'UNICEF, l'OMS et bien d'autres dans la lutte contre le paludisme. Parlant de prise en charge, le gouvernement de la République s'y attelle davantage. La femme enceinte doit prendre ses doses de traitement préventif intermittent et que ce traitement est gratuit. À côté de ces mesures, il est vivement recommandé aux populations de veiller sur l'hygiène autour des maisons d'habitation. Tout à fait autre chose, plus que quelques semaines maintenant, et ce sera le coup d'envoi pour les examens officiels au Cameroun. Dans la grande enquête de la rédaction ce soir, plein feu sur l'une des modalités actuellement à la mode pour aider au succès des élèves. Les cours du soir ont la cote, malgré les réserves apportées par les enseignants quant à l'efficacité de ces classes nocturnes. Parents et élèves jettent de plus en plus l'heure dévolue sur ces seconds professeurs pour préparer aux examens. Cours du soir, quelle efficacité? C'est une enquête de Martine Noël Dengue. La nuit tombe sur la capitale, chassé-croisé entre élèves du système classique et apprenants des cours du soir. Ce qui m'a amené à faire les cours du soir, c'est parce que j'ai grandi dans une famille démunie, ce qui fait que je n'ai pas eu l'opportunité de fréquenter pendant que j'étais encore sur le toit familial. Quand je me suis donc mariée, j'ai donc eu une idée qu'il fallait que je reprenne avec les cours du soir, quel qu'en soit l'âge que j'aurais. Je voulais plus dépendre des parents, donc j'ai décidé de mettre un terme à l'école au cours du jour pour pouvoir m'inscrire au cours du soir et puis continuer avec mes activités en journée. Travailleurs, sans emploi, jeunes et moins jeunes, on trouve de tout dans ces salles de cours nocturnes. Il y a parmi eux des fonctionnaires, des hommes en tenue, et des désœuvrés, des cas sociaux et j'en passe. Un doute s'élève cependant quant à la couverture des programmes. 5 heures de cours par jour contre 8 heures chez leurs camarades diurnes. Il n'y a pas de nuance dans les diplômes et dans les examens. Donc les programmes sont couverts et pour y arriver, nous imposons beaucoup de professionnalisme de la part de nos enseignants. Il n'y a pas de temps à perdre, on est concis, on est précis. Et ils savent bien le faire. De la 6e en terminale de l'enseignement secondaire général ici, des cours spéciaux pour préparer les candidats au GCE Ordinary et Advanced Level dans 7 autres établissements scolaires. De quoi alimenter davantage l'idée selon laquelle ce n'est que du business. Nous voulons à tout prix discréditer ce point de vue, cette opinion, parce que chez nous, le cours du soir n'est pas un établissement où on fait du n'importe quoi. Le cours du soir demeure un établissement comme tous les autres. La preuve, c'est que nos résultats rivalisent avec ceux des cours du jour. Pourquoi ne même pas nous, parfois nous prenons le dessus sur beaucoup de collèges en cours du jour. Un canal, bien que particulier, qu'empruntent des apprenants souvent déterminés à réaliser leurs rêves. Après le BPC, j'aimerais continuer même jusqu'à avoir le bac. Et ensuite, entrer à l'ENIEJ pour être enseignante et peut-être la maternelle ou bien le primaire. Cours du soir, cours du jour, un détail parfois suffit pour trancher. Au final, c'est l'accès à l'éducation qui prime. Et chez les plus grands des grandes écoles, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique présidait ce mercredi le lancement des journées portes ouvertes et la cérémonie de diplomation à l'IFTIC Sup, cérémonie couplée à ce qu'on appelle là-bas les Olympiades des établissements dans le département de la Mefou et à Famba
pour les scolaires. Daniel Menanga dans l'ambiance sur le campus de Nkolanga. La joie de Yannick peut se lire sur son visage. Sourd et muet, aujourd'hui diplômé en maintenance informatique à l'IAI Cameroun. Il se sent utile dans la société, tout comme ses 99 autres camarades. Le bonus, c'est que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'engage à accompagner l'IFTIC Sup et l'IAI Cameroun pour l'insertion sociale de ces jeunes. Les 100 premiers jeunes qui viennent d'être diplômés vont être accompagnés par les programmes du ministère pour être installés dans les unités administratives reculées. De belles perspectives aussi pour les esprits créatifs. Ils se sont investis dans la conception d'un quotidien plus simple pour les Camerounais. Leurs projets seront encadrés par l'Observatoire national de la jeunesse, puis financés par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. De quoi encourager les meilleurs élèves de quelques établissements secondaires dans la Meufou et à Famba. Avant de voler de leurs propres ailes à l'université, ces jeunes reçoivent de quoi parfaire leur cursus scolaire. La culture de l'effort récompensée dès la base. La 32e fête du travail se prépare dans un contexte au Cameroun d'attente de l'avènement de la sécurité sociale pour tous, une arlésienne longtemps annoncée par le gouvernement. Et ce mercredi, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des experts éclairaient l'opinion sur les contours de ces systèmes de santé à venir au Cameroun. Le compte rendu, Catherine Toulou et Langa. Le dialogue social est un facteur de développement économique et social incontournable pour le travail décent. On ne peut pas parler de travail décent. Antoinette Ekoan, exposée ce matin au cours d'une table ronde sur l'essence même du dialogue social. Ce concept implique une tripartite constituée du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. C'est pour cette raison qu'il doit être porté par des acteurs institutionnels pour la survie d'une entreprise. Il est important que les acteurs majeurs du dialogue social se mettent ensemble et définissent dans le cadre du plan d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 et définissent les orientations majeures, les objectifs et surtout les problématiques qui doivent aboutir à des avancées sur le plan économique. Parmi les retombées d'un dialogue social structuré, il y a évidemment le sentiment d'appartenance qui se développe chez le travailleur, car ces derniers se sentent valorisés. En revanche, le dialogue social n'aura d'impact que s'il a un intérêt commun, notamment le progrès social d'une entreprise. On aura entendu parler plus du dialogue social que de la sécurité sociale. Ce sera pour une autre fois certainement. Parlons donc de la culture du manioc, désormais une activité prospère dans la localité de Ngoulmekong, c'est dans la région du Sud. Une coopérative rassemble là-bas des agriculteurs qui vivent de plus en plus de ce produit et de ses dérivés en attendant des moyens de transformation pour accroître leurs revenus. Cyril Kemengue est allé à leur rencontre. Ngoulmekong est un arrondissement de 17 000 âmes répartis dans 53 villages. Ici, 1 million d'hommes et de femmes ont fait de la production du manioc leur raison d'exister. Depuis 2008, ces seigneurs de la terre ont jugé opportun de se mettre ensemble au sein de la société coopérative des producteurs de manioc, Socoproman. Nous produisons plus de 7600 tonnes de manioc par an. Et ce manioc qui n'est pas transformé et qui est vendu en tubercule, je pense que c'était un gros problème. Plus le temps passe, plus les producteurs de manioc de Ngoulmekong gagnent du terrain et voient très grand. À ce jour, grâce au soutien du programme alimentaire mondial, ce sont eux qui ravitaillent les nombreux réfugiés centrafricains de la région de l'Est. Ce que nous voulons faire au PAM, c'est les accompagner pour faire de la farine de manioc de leur ville, le manioc préféré du pays, en donnant des conseils pour fortifier le manioc là, pour l'emballer de façon que les gens l'aiment. À la veille de la 132e fête internationale du travail, les producteurs de manioc de Ngoulmekong se disent fiers de leurs activités malgré toutes les difficultés. Pour eux, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Parlons finances, les deux bourses de valeur de la zone CEMAC concrétisent leur processus de fusion enclenché
La Commission des marchés financiers du Cameroun et la Commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale viennent en effet de signer une convention de coopération. Joseph Itote explique depuis Douala la portée de cette plateforme. Face aux journalistes, Jean-Claude Ngwa, président de la Commission des marchés financiers du Cameroun, s'est voulu rassurant. La signature de cette convention sonne le glas des procédures administratives qui s'imposaient aux deux bourses, dira-t-il. Elle est une étape décisive pour l'unification, appelée de tous leurs vœux par les chefs d'État de la CEMAC. Dorénavant, les visas des acteurs du marché camerounais sont valables dans tout l'espace de la CEMAC. Donc, à partir d'un visa national, on peut déjà opérer sur le plan régional et vice-versa. En décidant de la fusion des deux bourses de valeur le 31 octobre 2017 à N'Djamena, les chefs d'État de la CEMAC étaient soucieux de doter la sous-région d'une grande capacité de création des richesses, gage de l'intégration sous-régionale qui a fait florès ailleurs. Le Cameroun, mastodonte économique et figure de proue de l'intégration sous-régionale en zone CEMAC, a tout à gagner. Donc nous sommes déjà un pourvoyeur de la sous-région. Si déjà nous le faisons sur le plan économique, pourquoi ne le ferons-nous pas sur le plan des marchés financiers? Fusionner les ressources financières et diversifier leurs économies, voilà qui garantira au pays de la CEMAC une forte résilience face au vent contraire. Dans ce même domaine, l'Agence de promotion des PME annonce de meilleures perspectives de financement pour les petites et moyennes entreprises camerounaises. Dans la suite de ces journées de vulgarisation, la PME sollicitait ce mercredi l'engagement des banques et des établissements de microfinance pour assurer un meilleur accompagnement financier aux PME. Barbara Padjama. L'appel à l'aide de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises pour le financement des PME a été entendu par les banques. Dans cette position délicate, l'agence assure le rôle de facilitateur entre l'offre et la demande pour parler de la relation banque et PME. Si on revoit avec les banques, quels sont les voies et moyens pour elles d'abord de faire un downscaling vers la PME, de pouvoir apporter des produits financiers adaptés aux PME. Pour créer ce rapport de partenariat entre une entreprise et sa banque, la petite firme devrait se fabriquer un statut crédible, ne souffrant d'aucun doute. Et cela commence par la formalisation de cette entreprise et sa structuration. Un bon début pour attirer le capital. Si vous n'avez pas de compte, vous approchez la banque, vous vous accompagnez même en tant que conseil déjà pour montrer de façon adéquate le projet. Mais il faut être client de la banque pour que la banque puisse ensuite vous accompagner. Cet acte qui permet aux banques d'ouvrir leurs portes aux PME afin de les accompagner financièrement vient s'ajouter à ce que le gouvernement fait déjà, notamment l'allègement des droits de douane et des droits fiscaux aux petites et moyennes entreprises et en élaboration le projet de mise sur pied d'une banque des PME. La CAN Total 2019 et l'élection présidentielle, deux grands événements dont la couverture interpelle la Cameroun Radio Television et ses professionnels. Des rappels du ministre de la Communication en visite de travail ce mercredi au siège de l'office ici à Mbala 2. Issa Chiroma Bakari est revenu à rappeler la nécessité d'un meilleur encadrement de la ligne éditoriale et aussi motiver les équipes au travail à travers les démembrements de la CRTV sur le triangle national. Le compte rendu, Oswald Modon. Au bout de 9 années, comme président du conseil d'administration de la CRTV, on peut comprendre aisément que la maison, il la connaît bien, au point de tisser avec elle des liens particuliers. Au vu des enjeux majeurs, des grands événements qui interpelleront la CRTV dans les prochains mois, il était de bon temps que le ministre Issa Chiroma Bakari vienne remobiliser les troupes. Une volonté de la haute hiérarchie. À la faveur des deux événements majeurs auxquels nous serons confrontés, à savoir les élections présidentielles et l'organisation de la CAN, je viens donc rebooster, regonfler le moral. Demander aux uns et aux autres que nous avons désormais 12 mois pour être prêts. Avec des personnels qui comptent parmi les meilleurs dans leurs différents domaines, la CRTV se doit d'avoir une antenne irréprochable. Une antenne qui doit protéger et promouvoir l'image de la nation en tout temps. Qu'il s'agisse des experts en technique, qu'il s'agisse des journalistes, vous êtes les meilleurs. En revanche, cette qualité ne se retrouve pas toujours dans les prestations.
L'échange de près de 2 heures avec le directeur général Charles Ndongo et ses principaux collaborateurs des antennes radio et télé s'est révélé être un grand moment de pédagogie. Chacun devra donc redoubler d'efforts, travailler sans réserve et toujours donner le meilleur de soi pour servir cette nation dont la CRTV est au cœur. Les travaux de la session de plein droit ouverte hier mardi se poursuivent au Palais des Congrès ici à Yaoundé. Et en marge de cette session, la communauté Bafo de Kumba, qui est donc à Yaoundé, célébrait son chef Fon Victor Moukete et disait merci au président de la République Paul Biya pour la confiance ainsi renouvelée en leur chef. Le reportage Richard Talatodem. La résidence de Yaoundé du chief Victor Esimisego Moukete, chef supérieur des Bafo, s'est transformée hier en un véritable palais royal, le temps d'une soirée. Des parures, les serviteurs du roi, les notables, des chefs traditionnels et une foule de ressortissants Bafo de Yaoundé. La communauté Bafo disait merci au président Paul Biya pour avoir une fois de plus donné sa haute confiance au chief Victor Esimisego Moukete en le renommant sénateur. L'on a donc prié pour Chief Moukete, centenaire qui est l'un des témoins vivants de l'histoire de notre pays. La chorale des femmes Bafo, dans un récital, donne sa biobibliographie. Le chief Elangue Akamba prend alors la parole pour remercier le Dieu Tout-Puissant pour ses grâces et le chef de l'État pour la reconduction du chef. Chief Victor Moukete dit merci au président Paul Biya et lui donne l'assurance que rien ne pourrait le séparer de son soutien. Il invite la communauté Bafo partout à rechercher et à cultiver la paix et à soutenir le chef de l'État dans sa construction permanente d'un Cameroun un et indivisible. Pour soutenir cette idée des Bafo, le secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Paul Elungche, le haut-commissaire de la République sud-africaine au Cameroun, le directeur général de Camtel, David Koto-Enman, des sénateurs, le vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Emmanuel Pondi, le président du conseil électoral, Eno Abrams Ekbe, et d'autres invités aussi importants les uns que les autres. Le député RDPC du Mbamé-Noubou est en tournée parlementaire dans sa circonscription. Il était à l'étape de Makenene récemment et là-bas, Pete William Mandio a rendu compte des récentes lois votées à l'Assemblée nationale et remis du matériel agricole d'une valeur de plus de 5 millions aux populations de ce bassin agricole de la région du centre. À Makenene, Nelly Christelle Ondoa. Ville carrefour entre la région du centre et celle de l'ouest, Makenene est aussi un grand bassin de production agricole, potentiel qu'il faut préserver et développer pour que les cultures vivrières ne manquent pas, ce qui justifie la remise du matériel agricole d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA par l'honorable Peter William Mandio aux populations et militants du RDPC qui n'ont pas boudé leur plaisir. Le mot me manque. L'honorable Peter William Mandio est le tout premier député dans le département de Mbam à penser à Makenene. Ce que nous on vivait dans d'autres villages, c'est arrivé à Makenene. Satisfaits de cet appoint, les bénéficiaires ont exprimé le souhait d'avoir des machines pour tirer le meilleur de la terre. L'émergence à 2037 ne peut pas se faire avec la houe. Nous avons des étendues de terre qui sont encore non cultivables. Mais si on nous donne la possibilité de penser qu'on est des tracteurs, ou même comme on fait ailleurs, ne serait-ce que des trucs manuels, nous sommes prêts parce que déjà, nous nourrissons Yaoundé et ses environs. Cette doléance et bien d'autres ont été notées par l'élu du peuple qui a exhorté les militants à mutualiser leurs efforts autour des candidatures du RDPC aux prochaines consultations électorales. Pour finir, une motion de soutien a été adressée au président de la République, suivie d'une marche à travers la ville.
Rideau ce mercredi à l'Université catholique d'Afrique centrale sur le colloque qui était consacré aux seigneurs Paul Etoga et Jean Zoa, deux grandes figures de l'Église au Cameroun. Regard croisé sur leur héritage 20 ans après. Et on retient au terme de ces travaux que les deux prélats lèguent à la postérité un brillant héritage pastoral, véritable encyclopédie pour l'Église catholique qui est au Cameroun. Pierre Biinambarga. Les conférenciers au cours du colloque d'un Colbison parlent de l'éléphant. Monseigneur Jean Zoa, qui a en 36 ans d'épiscopat dans l'archidiocèse de Yaoundé, a réalisé des projets d'éléphants. Monseigneur Jean Zoa était un intellectuel organique. Et ce qui se traduit sur le plan philosophique et théologique par la mise en place d'une théologie de la libération. Un homme de gestion rigoureux qui a mis en place dans sa juridiction des lois pour l'autonomie financière dans l'église particulière de Yaoundé. Dans l'église, il y a une nécessité de la communion, de l'organisation rationnelle et solidaire. Monseigneur Jean Zoa a mis sur pied la théorie de la création, la liturgie et la pastorale sociale. Un bel héritage. Nous approchons cette figure-là comme une figure d'une évangélisation moderne, sociale. Monseigneur Jean Zoa nous a appris à aimer l'Église de Dieu en Jésus-Christ, à la bâtir avec toute notre énergie pour le plus grand bien de ses enfants. Voilà un colloque qui, au goût du jour, met en scène deux grandes figures de l'Église catholique qui est au Cameroun. Au regard du zèle missionnaire de Monseigneur Paul Etoga et de Monseigneur Jean Zoa, il ne sera pas superflu de penser d'ores et déjà à leur béatification. Il y avait cérémonie d'installation des délégués du personnel récemment élus au Madjeni, c'est le parc national de matériel de génie civil à Yaoundé. Et président de l'événement, le délégué régional du travail et de la sécurité sociale les appelle à être des agents du dialogue social au sein de leur entreprise. Marie-Madeleine Inouga de CRTV Centre. C'est un véritable ouf de soulagement au Parc national de matériel de génie civil. L'attente aura été longue au dire du porte-parole des délégués du personnel nouvellement élu. 10 ans sans véritable dialogue social. Madjeni est une entreprise qui a connu beaucoup de difficultés. Et ce, à l'absence d'un dialogue social, il était difficile, que ce soit pour le personnel ou pour la direction générale, de trouver les voies et moyens de sortie des crises. Pourquoi avait-on peur? Pourquoi est-ce que les délégués du personnel étaient-ils tant craints? Que non, a rétorqué le directeur général du Madjeni qui a relevé, pour les rassurer, le rôle capital de ces agents du dialogue social au sein du Madjeni, qu'il considère comme la plus grande entreprise publique du Cameroun en termes de potentiel. Les délégués du personnel sont comme un thermomètre. Quand vous n'avez pas de thermomètre, vous ne pouvez pas juger de votre température. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, les délégués du personnel nous signalent quand il y a une tension sociale. Sans délégués du personnel, on n'est pas informé et lorsque la tension devient très forte, on la découvre simplement, comme cela a eu le cas dans le passé, c'est-à-dire des grèves. Or, la grève, c'est une situation extrême. Ça veut dire qu'on a épuisé toutes les autres voies de dialogue. Or, pour dialoguer, il faut avoir un interlocuteur. Voilà pourquoi nous avons, dès notre arrivée ici, cherché à ce qui est des délégués du personnel. Ils sont donc 24 délégués du personnel représentant le centre, l'Est, le littoral, à avoir pris cet engagement solennel au cours de leur installation. Nous comptons accompagner la direction générale à la mise en place de la nouvelle vision du Madjeni. Le Madjeni est une entreprise sur laquelle les autres entreprises comptent pour développer leur activité. Les délégués qui sont là doivent nous aider à conscientiser leurs camarades de travail et ensuite nous apporter une gestion de solutions pour que les choses aillent mieux. Voici déjà plus d'un demi-siècle que le Madjeni accompagne de nombreux Camerounais sur les pistes et routes nationales. Sous la nouvelle impulsion, elle compte passer à la vitesse supérieure. Et cette nouveauté en page des sports, le Cameroun dispose désormais d'un centre de tennis de table. L'édifice, qui est un don de la République populaire de Chine, était inauguré ce mercredi à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidong Pat, en présence de l'ambassadeur de Chine en fin de séjour, son Excellence Ve Venhua. Le reportage, Jean-Cyriac Bessé. C'est assurément le dernier cadeau de Wing Weiwa, le diplomate chinois arrivé en fin de séjour au Cameroun.
Un centre de tennis de table flambant neuf, don de son pays, la République populaire de Chine, à la Fédération camerounaise de tennis de table. L'inauguration de cet édifice, situé à l'esplanade arrière du Palais des Sports de Yaoundé, a drainé du beau monde ce mercredi. Une cérémonie qui aura permis aux orateurs du jour de célébrer l'excellente qualité des relations entre la Chine et le Cameroun. Il est attendu de vous que vous mettiez cette infrastructure à contribution pour relever le niveau de la pratique de cette discipline au Cameroun. Les donateurs n'ont pas fait les choses à moitié. Le centre de tennis de table de Yaoundé est équipé de matériel de compétition, de bureaux et de toilettes. Un véritable bol d'air pour les pongistes camerounais. Nous avions toujours rêvé d'avoir une salle qui puisse nous permettre d'organiser nos stages pour les jeunes, former les jeunes, organiser les compétitions nationales. La Chine, numéro 1 en tennis de table dans le monde, veut aider la FECAT dans le chantier de développement de la discipline dans notre pays. Le coup d'envoi vient d'être donné. Pour refermer cette page des sports et bientôt le journal, qu'une convention de partenariat sera signée demain jeudi entre le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum. Il s'agit de la promotion de l'éducation et de la solidarité dans le sport. La fin du 20h30 donc, à retenir le paradoxe du riche secteur minier camerounais qui participe cependant pour 1% seulement au produit intérieur brut. La réforme engagée pour une meilleure exploitation de ces richesses était dans ce journal. Le paradoxe du paludisme au Cameroun, plus virulent et mortel chaque année, malgré les mesures du gouvernement et de ses partenaires, les engagements pris en cette journée mondiale de lutte contre la maladie étaient également dans le journal pour l'éradication du paludisme. Le paradoxe des cours du soir, plus fréquentés que jamais en cette veille des examens officiels, mais la grande enquête de cette édition a conclu à une efficacité mitigée de cette modalité. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Christelle Fouda. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Restez donc sur la CRTV. Très belle soirée et à demain, 20h30. Laquelle ce n'est que du business. Nous voulons à tout prix discréditer ce point de vue, cette opinion, parce que chez nous, le cours du soir n'est pas un établissement où on fait du n'importe quoi. Le cours du soir demeure un établissement comme tous les autres. La preuve, c'est que nos résultats rivalisent avec ceux des cours du jour. Pourquoi ne même pas nous, parfois nous prenons les dessus sur beaucoup de collèges en cours du jour. Un canal, bien que particulier, qu'empruntent des apprenants souvent déterminés à réaliser leurs rêves. Après le BPC, j'aimerais continuer même jusqu'à avoir le bac. Et ensuite, entrer à l'ENIEJ pour être enseignante et peut-être la maternelle ou bien le primaire. Cours du soir, cours du jour, un détail parfois suffit pour trancher. Au final, c'est l'accès à l'éducation qui prime. Et chez les plus grands des grandes écoles, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique présidait ce mercredi le lancement des journées portes ouvertes et la cérémonie de diplomation à l'IFTIC Sup, cérémonie couplée à ce qu'on appelle là-bas les Olympiades des établissements dans le département de la Mefou et à Famba pour les scolaires. Daniel Menanga dans l'ambiance sur le campus d'Onkolanga. La joie de Yannick peut se lire sur son visage. Sourd et muet, aujourd'hui diplômé en maintenance informatique à l'IAI Cameroun. Il se sent utile dans la société, tout comme ses 99 autres camarades. Le bonus, c'est que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'engage à accompagner l'IFTIC Sup et l'IAI Cameroun pour l'insertion sociale de ces jeunes. Les 100 premiers jeunes qui viennent d'être diplômés vont être accompagnés par les programmes du ministère pour être installés dans les unités administratives reculées. De belles perspectives aussi pour les esprits créatifs. Ils se sont investis dans la conception d'un quotidien plus simple pour les Camerounais. Leurs projets seront encadrés par l'Observatoire national de la jeunesse,
Appui financé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. De quoi encourager les meilleurs élèves de quelques établissements secondaires dans la Meufou et à Famba. Avant de voler de leurs propres ailes à l'université, ces jeunes reçoivent de quoi parfaire leur cursus scolaire. La culture de l'effort récompensée dès la base. La 32e fête du travail se prépare dans un contexte au Cameroun d'attente de l'avènement de la sécurité sociale pour tous, une arlésienne longtemps annoncée par le gouvernement. Et ce mercredi, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des experts éclairaient l'opinion sur les contours de ces systèmes de santé à venir au Cameroun. Le compte rendu, Catherine Toulou et Langa. Le dialogue social est un facteur de développement économique et social incontournable pour le travail décent. On ne peut pas parler de travail décent. Antoinette Ekoan, exposée ce matin au cours d'une table ronde sur l'essence même du dialogue social. Ce concept implique une tripartite constituée du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. C'est pour cette raison qu'il doit être porté par des acteurs institutionnels pour la survie d'une entreprise. Il est important que les acteurs majeurs du dialogue social se mettent ensemble et définissent dans le cadre du plan d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 et définissent les orientations majeures, les objectifs et surtout les problématiques qui doivent aboutir à des avancées sur le plan économique. Parmi les retombées d'un dialogue social structuré, il y a évidemment le sentiment d'appartenance qui se développe chez le travailleur, car ces derniers se sentent valorisés. En revanche, le dialogue social n'aura d'impact que s'il a un intérêt commun, notamment le progrès social d'une entreprise. On aura entendu parler plus du dialogue social que de la sécurité sociale. Ce sera pour une autre fois certainement. Parlons donc de la culture du manioc, désormais une activité prospère dans la localité de Ngoulmekong, c'est dans la région du Sud. Une coopérative rassemble là-bas des agriculteurs qui vivent de plus en plus de ce produit et de ses dérivés en attendant des moyens de transformation pour accroître leurs revenus. Cyril Kemengue est allé à leur rencontre. La visibilité permettra à coup sûr d'améliorer la donne. Aujourd'hui, le ministère est en train d'accompagner deux sociétés camerounaises, à savoir Geston et Kodias. Geston, c'est dans l'exploitation du fer dans la zone de Kribi, et puis Kodias qui doit passer à la petite mine au niveau de Colomine. Et je crois que ça augure de belles perspectives, avec en prime la création des emplois pour les populations. Au-delà de tout, l'assainissement en cours est de nature à limiter la saignée avant l'exploitation industrielle. Un drame est survenu ce mercredi à 7h15 ce matin au lycée de Koussala, c'est à Koumba, dans la région du Sud-Ouest. Un groupe de malfrats armés et non identifiés a fait irruption dans les locaux de ce lycée, tuant le surveillant général et blessant un élève. L'élève est actuellement sous observation hospitalière. Et pour les circonstances de cette attaque, retrouvons donc immédiatement à Koumba notre correspondant permanent sur place, Roger Samaki. Bonsoir Roger. Bonsoir Adel Mbala. Le calme est revenu à Koussala et dans l'ensemble de la ville de Koumba en ce début de soirée. Grâce aux efforts des autorités administratives et des forces de l'ordre, les mesures de sécurité ont été renforcées et dans les établissements scolaires, les cours se sont poursuivis normalement. Il faut dire que c'est aux environs de 7 heures que trois individus donc armés et à bord d'une moto ont fait irruption dans l'enceinte du lycée bilingue de Koussala. Ils ont tiré sur le surveillant général, le nommé Achou Thomas Congo, professeur de mathématiques qui officiait comme surveillant général dans cet établissement depuis 2010. Dans la foulée, un élève, le nommé Tita Mama Ouseni, élève en classe de OPA 6, a été grièvement blessé. Les terroristes lui ont amputé 3 doigts. Roger, est-ce que vous pouvez dire en ce moment la situation qui prévaut sur place dans la ville de Koumba?
Dans la ville de Kumba, je le disais tantôt, les mesures de sécurité ont été renforcées et le préfet de la Mémé, Chamberlain Tourdon, affirme que tout est mis en œuvre afin que les trois terroristes soient traqués. Et au domicile du surveillant général du lycée bilingue de Kozala, les habitants accourent de toutes parts pour réconforter la famille si durement éprouvée. Le défunt laisse une veuve et 5 enfants. Merci Roger, et on va suivre avec vous cette situation dramatique là-bas sur place à Kumba dans nos prochaines éditions et toutes nos condoléances, les condoléances du 20h30 à cette famille si durement éprouvée et nos vœux de prompt rétablissement à cet élève. La suite des travaux du Congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie, l'événement ouvert hier au Palais des Congrès, donnait lieu ce mercredi à des interventions chirurgicales pratiques au Crasser Angousso. La journée des experts racontée par Joseph Clément Ongba. Cas pratique de pathologie gynécologique adaptée à la chirurgie endoscopique. Âgée de 47 ans, cette patiente souffrait de dysplasie découverte lors d'une campagne de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus au Crasser. C'est au cours d'une biopsie qu'on détecte son cancer en train d'évoluer vers le stade de cancer invasif. Comme elle a déjà fait beaucoup d'enfants et que bientôt elle sera en ménopause, il était question qu'on lui fasse donc une hystérectomie totale puisque c'était, n'est-ce pas, une dysplasie de haut grade. Et à ce moment-là, c'est vraiment à la limite du cancer vrai. Le docteur Chervin Adel des États-Unis mène l'opération chirurgicale. Avec une dextérité et une habileté déconcertante, il procède à une hystérectomie totale sans ouvrir le ventre. Cette dame devait être opérée dans un hôpital avec une large entaille. Mais dans cette institution, le Crasser qui est fantastique, bien équipé, avec des personnels bien formés, on a pu faire une petite entaille de 5 mm seulement et on a pu enlever complètement l'utérus. Ce cas pratique sert de base d'enseignement pour les nombreux apprenants réunis au Palais des Congrès. Après les soins, la dame est complètement guérie de son cancer. Et cette chirurgie a l'avantage que la femme, après quelques heures, peut se bouger, peut retourner le soir à la maison, beaucoup moins d'infections, moins de douleur et réintégration dans la file de travail immédiatement. Les sommités médicales réunies à Yaoundé à la faveur du Congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie émanent de 27 pays venant des 5 continents. Une prouesse pour le Cameroun qui réunit de grandes figures de la chirurgie endoscopique sur son sol. Pour un monde sans paludisme, la communauté internationale et le Cameroun marquaient ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre la maladie. Les manifestations pour le Cameroun étaient présidées à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, et ses partenaires dans cette lutte qui ont réaffirmé l'engagement pour l'éradication totale du paludisme. Le reportage Michel Renaud au Hanja. Le paludisme demeure l'un des principaux problèmes de santé publique au Cameroun. Malgré l'incidence des cas confirmés, les comportements préventifs restent faiblement répandus. L'édition 2018 de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie a donné l'occasion au ministre de la Santé publique de faire le point sur la situation. En 2017, c'est 10% de notre population qui a souffert de cas de paludisme. Nous avons enregistré cette année environ 3195 cas de décès liés au paludisme. C'est environ 12% des décès enregistrés dans nos hôpitaux officiellement. Le ministre André Mamafouda a pour la circonstance salué l'implication des partenaires au développement tels l'UNICEF, l'OMS et bien d'autres dans la lutte contre le paludisme. Parlant de prise en charge, le gouvernement de la République s'y attelle davantage. La femme enceinte doit prendre ses doses de traitement préventif intermittent et que ce traitement est gratuit. À côté de ces mesures, il est vivement recommandé aux populations de veiller sur l'hygiène autour des maisons d'habitation.
Tout à fait autre chose, plus que quelques semaines maintenant et ce sera le coup d'envoi pour les examens officiels au Cameroun. Dans la grande enquête de la rédaction ce soir, plein feu sur l'une des modalités actuellement à la mode pour aider au succès des élèves. Les cours du soir ont la cote, malgré les réserves apportées par les enseignants quant à l'efficacité de ces classes nocturnes. Parents et élèves jettent de plus en plus l'heure dévolue sur ces seconds professeurs pour préparer aux examens. Cours du soir, quelle efficacité? C'est une enquête de Martine Noël Ndengue. La nuit tombe sur la capitale, chassé-croisé entre élèves du système classique et apprenants des cours du soir. Ce qui m'a amené à faire les cours du soir, c'est parce que j'ai grandi dans une famille démunie, ce qui fait que je n'ai pas eu l'opportunité de fréquenter pendant que j'étais encore sur le toit familial. Quand je me suis donc mariée, j'ai donc eu une idée qu'il fallait que je reprenne avec les cours du soir, quel qu'en soit l'âge que j'aurais. Je ne voulais plus dépendre des parents, donc j'ai décidé de mettre un terme à l'école au cours du jour pour pouvoir m'inscrire au cours du soir et puis continuer avec mes activités en journée. Travailleurs, sans emploi, jeunes et moins jeunes, on trouve de tout dans ces salles de cours nocturnes. Il y a parmi eux des fonctionnaires, des hommes en tenue, et des désœuvrés, des cas sociaux et j'en passe. Un doute s'élève cependant quant à la couverture des programmes. 5 heures de cours par jour contre 8 heures chez leurs camarades diurnes. Il n'y a pas de nuance dans les diplômes et dans les examens. Donc, les programmes sont couverts et pour y arriver, nous imposons beaucoup de professionnalisme de la part de nos enseignants. Il n'y a pas de temps à perdre, on est concis, on est précis et ils savent bien le faire. De la 6e en terminale de l'enseignement secondaire général ici, des cours spéciaux pour préparer les candidats au GCE Ordinary et Advanced Level dans 7 autres établissements scolaires. De quoi alimenter davantage l'idée selon... L'arrondissement de 17 000 âmes réparties dans 53 villages. Ici, 1 million d'hommes et de femmes ont fait de la production du manioc leur raison d'exister. Depuis 2008, ces seigneurs de la terre ont jugé opportun de se mettre ensemble au sein de la société coopérative des producteurs de manioc, Socoproman. Nous produisons plus de 7600 tonnes de manioc par an. Et ce manioc qui n'est pas transformé et qui est vendu en tubercule, je pense que c'était un gros problème. Plus le temps passe, plus les producteurs de manioc de Ngulmakon gagnent du terrain et voient très grand. À ce jour, grâce au soutien du Programme alimentaire mondial, ce sont eux qui ravitaillent les nombreux réfugiés centrafricains de la région de l'Est. Ce que nous voulons faire au PAM, c'est les accompagner pour faire de la farine de manioc de leur ville, le manioc préféré du pays, en donnant des conseils pour fortifier le manioc là, pour l'emballer de façon que les gens l'aiment. À la veille de la 132e fête internationale du travail, les producteurs de manioc de Ngulmakon se disent fiers de leurs activités malgré toutes les difficultés. Pour eux, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Parlons finances, les 2 bourses de valeur de la zone CEMAC concrétisent leur processus de fusion enclenché. La Commission des marchés financiers du Cameroun et la Commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale viennent en effet de signer une convention de coopération. Joseph Itote explique depuis Douala la portée de cette plateforme. Face aux journalistes, Jean-Claude Ngwa, président de la Commission des marchés financiers du Cameroun, s'est voulu rassurant. La signature de cette convention sonne le glas des procédures administratives qui s'imposaient aux 2 bourses, dira-t-il. Elle est une étape décisive pour l'unification, appelée de tous leurs vœux par les chefs d'État de la CEMAC. Dorénavant, les visas des acteurs du marché camerounais sont valables dans tout l'espace de la CEMAC. Donc, à partir d'un visa national, on peut déjà opérer sur le plan régional et vice-versa. En décidant de la fusion des 2 bourses de valeur le 31 octobre 2017 à N'Djamena, les chefs d'État de la CEMAC étaient soucieux de doter la sous-région d'une grande capacité de création des richesses, gage de l'intégration sous-régionale qui a fait florès ailleurs. Le Cameroun, mastodonte économique et figure de proue de l'intégration sous-régionale en zone CEMAC, a tout à gagner. Donc nous sommes déjà un pourvoyeur de la sous-région. Si déjà nous le faisons sur le plan économique, pourquoi ne le ferons-nous pas sur le plan des marchés financiers?
Fusionner les ressources financières et diversifier leurs économies, voilà qui garantira au pays de la CEMAC une forte résilience face au vent contraire. Dans ce même domaine, l'Agence de promotion des PME annonce de meilleures perspectives de financement pour les petites et moyennes entreprises camerounaises. Dans la suite de ces journées de vulgarisation, la PME sollicitait ce mercredi l'engagement des banques et des établissements de microfinance pour assurer un meilleur accompagnement financier aux PME. Barbara Padjama. L'appel à l'aide de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises pour le financement des PME a été entendu par les banques. Dans cette position délicate, l'agence assure le rôle de facilitateur entre l'offre et la demande pour parler de la relation banque et PME. On le voit avec les banques, quels sont les voies et moyens pour elles d'abord de faire un downscaling vers la PME, de pouvoir apporter des produits financiers adaptés aux PME. Pour créer ce rapport de partenariat entre une entreprise et sa banque, la petite firme devrait se fabriquer un statut crédible, ne souffrant d'aucun doute. Et cela commence par la formalisation de cette entreprise et sa structuration. Un bon début pour attirer le capital. Si vous n'avez pas de compte, vous approchez la banque, vous accompagnez même en tant que conseil déjà pour montrer de façon adéquate le projet. Mais il faut être client de la banque pour que la banque puisse ensuite vous accompagner. Cet acte, qui permet aux banques d'ouvrir leurs portes aux PME afin de les accompagner financièrement, vient s'ajouter à ce que le gouvernement fait déjà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 25 avril 2018, voici la une du journal. Le paradoxe du riche secteur minier camerounais qui participe pour 1% seulement au PIB national. La réforme engagée annonce une exploitation plus efficiente de ses richesses. Innovation en tête du journal. Le paradoxe du paludisme, plus virulent et mortel chaque année, malgré les mesures du gouvernement et des partenaires. La journée mondiale de lutte contre la maladie ce 25 avril pour de nouveaux engagements à découvrir dans ce 20h30. Le paradoxe des cours du soir dans les écoles plus fréquentées que jamais en cette veille des examens officiels. Mais pour quelle efficacité? La grande enquête de la rédaction ouvre le débat. Voilà pour les titres. Et si le salut de l'économie nationale venait du secteur minier, l'exploitation minière est une véritable niche de revenus et d'emplois et il ne contribue cependant que pour 1% au produit intérieur brut. Le gouvernement veut rentabiliser le potentiel extraordinaire de ce sous-sol camerounais. Premier outil de cette volonté politique, le code minier voté en décembre 2016 qui sonne le carton rouge contre l'anarchie dans ce secteur. Les innovations du texte avec Eugène B. Longtemps resté en marge de toute réglementation rigoureuse, l'activité minière a très peu profité à l'État et aux riverains des zones de projet. Ce quasi-désordre a amené les pouvoirs publics à réglementer ce secteur d'activité. La loi numéro 2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier au Cameroun a introduit des innovations majeures dans cette activité pourvoyeuse de devises. Le document, disponible seulement en version électronique pour l'instant, met l'accent dans le nouveau texte sur le renforcement du contrôle et le suivi des activités minières au Cameroun et institue l'arrimage de l'exploitation minière aux meilleures pratiques internationales de bonne gouvernance. Sur le plan social, en rapport avec les populations riveraines, la nouvelle loi instaure ce qu'il est convenu d'appeler le contenu local dans les projets miniers. Il est question de maximiser les retombées sociales et encourager les relations harmonieuses entre les riverains des sites de projet et les exploitants. Pour éviter tout chevauchement entre les titres miniers et les titres fonciers, le nouveau texte a amélioré et harmonisé les lois minières et domaniales. Last but not least, parce que l'activité doit générer des ressources substantielles au budget de l'État, la loi portant code minier met un accent particulier sur la maximisation des recettes de l'État provenant de l'exploitation minière. Comme dans de nombreux pays africains, le sous-sol camerounais est souvent considéré
comme un scandale géologique. Concentration de la plupart des minerais connus et des pierres précieuses, mais avec un très faible impact sur l'économie nationale et sur le quotidien des populations. En cause, on vient de le dire, une exploitation artisanale et anarchique. Comment donc inverser la tendance? Question à Marie-Laurence Sunké. De l'or au diamant, du fer au cuivre, en passant par l'uranium, le sous-sol camerounais est une véritable mine d'or. Une richesse inestimable qui attise bien de convoitises. Jusqu'ici, l'exploitation des ressources minières est restée dans le cadre artisanal, avec cependant l'arrivée de quelques exploitants. Le Cameroun n'est pas encore passé à l'exploitation industrielle minière. Nous étions dans l'artisanat minier et les gens ont glissé pour aller à l'exploitation semi-mécanisée. Le contenu local, ce serait cette table ronde qui devrait mettre face à face les populations riveraines, les promoteurs de projets qui doivent maintenant discuter, poser les bases. Mais déjà, force est de constater que l'activité tourne plutôt bien entre les exploitants reconnus et ceux qui exercent en toute illégalité. Le sous-sol camerounais profite de plus en plus à quelques individus, souvent au détriment des caisses de l'État. Une réorganisation du secteur et une meilleure vie